surtout vivre sur notre ferme, c'est-à-dire produire un maximum de ce qu'on peut se produire, donc avec un grand potager, un verger et plein de petits animaux à côté qu'on ne vend pas, donc c'est poules, chèvres, voilà, mais qui nous permettent d'avoir cette autonomie, cet ancrage à la terre que nous on recherchait aussi dans notre projet, qui n'est pas comptable, qu'on ne vend pas, mais qui nous alimente, qui nous donne cette cohérence qu'on recherche. Ça a été, je dirais, une des pierres angulaires de mon installation, c'est-à-dire connaître parfaitement le système pour pouvoir utiliser les interstices qui vont bien pour porter mon projet personnel. Et mon projet personnel, c'était faire une réserve naturelle de biodiversité et faire la démonstration de la rentabilité économique du système. Par ricochet, on s'aperçoit que nos modes d'agriculture, finalement, finissent par infuser auprès des fils d'agriculteurs voisins. On a un fils d'agriculteur céréalier conventionnel qui s'est installé en maraîchine, en vente directe, parce qu'il s'est inspiré de ce que nous on fait, avec des valeurs différentes, mais en fait les frontières ne sont pas si étanches que ça. Et finalement, il faut résister longtemps, résister nombreux. Les 7 et 8 septembre 2024 ont eu lieu les rencontres nationales Paysans de Nature en Ille-et-Vilaine. Le projet Paysans de Nature est de faire de l'installation un outil de préservation du vivant en s'appuyant sur les politiques agricoles et environnementales existantes, avec une gouvernance territoriale et en lien avec les habitantes et habitants des territoires. L'association structure peu à peu sur le territoire français des groupes locaux formés d'associations locales de défense de l'environnement, des associations agricoles et de citoyens. Avec un tel projet, Paysans de Nature devrait être massivement soutenu par la politique agricole nationale, ce qui n'est clairement pas la tendance actuelle. Parmi les thématiques abordées durant les rencontres, celle du modèle économique est clé. C'est pourquoi j'ai choisi d'enregistrer l'atelier dédié. Comment les paysans et paysannes qui prennent soin du vivant font-ils pour générer un revenu dans un monde où très peu de fermes peuvent se rémunérer dignement avec leurs produits ? Un monde où les aides de la politique agricole commune persistent dans une logique de soutien à l'hectare, incitant à l'agrandissement et à la spécialisation des fermes. Antoine, Jean-François et Frédéric ont choisi de partager la manière dont ils ont construit le modèle économique de leur ferme. Vous allez voir qu'il n'y a pas de recette simple et que la question épineuse du revenu agricole demande beaucoup de créativité et d'adaptabilité. L'enregistrement a été réalisé dans une yourte. Nous étions une quarantaine, avec quelques enfants que vous entendrez. Ce podcast est soutenu par Paysans de Nature. Je remercie au passage le bureau de l'association pour sa confiance. Si vous voulez en savoir plus sur Paysans de Nature, je vous invite à écouter les épisodes 95 et 96 dans lesquels le fonctionnement du réseau est abordé. Belle écoute. Je m'appelle Antoine Conton, j'ai 42 ans. Je suis installé avec ma compagne Marion sur une ferme Terre de Liens en Mayenne depuis 2013. Sur cette ferme, pour faire un portrait très simple, très rapide, il y a 56 hectares, 98% de prairies, un tout petit peu de blé meunier, des pommes de terre de plein champ et 20 vaches allaitantes Salers qui offrent tous les ans un veau. Tous les produits de la ferme sont vendus en direct par les AMAP, par les restaurants et les citoyens. Sur la ferme, on y fait aussi de l'accueil pédagogique de mai à octobre, soit par des lycées, soit par des collèges, des visites d'écoles, de crèches, mais aussi des temps plutôt de colonies, des colonies de vacances d'été. On accueille des jeunes. Et aussi des temps plus ouverts, on va dire, autour d'un thème. Ça peut être du chant, ça peut être du yoga, de la vannerie, enfin tout. Et où l'idée, c'est que quand il y a une activité proposée sur la ferme, mais que les gens y restent un petit temps pour s'imprégner de ce qui se passe sur cette ferme aussi. Pas venir qu'en consommateur
d'un événement ou d'un produit, mais vraiment citronné. Voilà, et puis dans notre souhait d'avoir une ferme qui produise une alimentation saine, c'était aussi d'être acteur du territoire, donc préserver le captage d'eau, faire un inventaire régulier de tout ce qui s'y passe en termes de vivants. Donc moi j'adore les oiseaux, je fais un inventaire tous les ans, en janvier je repars à zéro et hop, je vois ce qui arrive, ce qui repart et tout ça. Donc faire cet inventaire-là naturaliste, et puis surtout vivre sur notre ferme, c'est-à-dire produire un maximum de ce qu'on peut se produire, donc avec un grand potager, un verger et plein de petits animaux à côté qu'on ne vend pas, donc c'est poules, chèvres, voilà, mais qui nous permettent d'avoir cette autonomie, cet ancrage à la terre que nous on recherchait aussi dans notre projet, qui n'est pas comptable, qu'on ne vend pas, mais qui nous alimente, qui nous nourrit, qui nous donne cette cohérence qu'on recherche. J'ai une entreprise individuelle, Antoine Ponton. Je suis au micro-BA, micro-bénéfice agricole, et tous les ans, mon EBE est d'environ 25 000 euros. Sur ces 25 000 euros, on parlait tout à l'heure de proportion d'aide PAC, politique agricole commune. J'ai à peu près 22 000 euros d'aide PAC tous les ans. Et pour être transparent jusqu'au bout, là, depuis peu de temps, on s'est marié avec Marion, et Marion a dit tiens, on va retester si on peut être éligible au RSA. Et on touche un petit peu de RSA, on est à 150 euros par mois, c'est vraiment ridicule. Pour elle? Non, pour le foyer, c'est au foyer. Ah ouais. Mais je le dis parce qu'en fait, je veux vraiment être transparent avec vous. C'est un exercice qui n'est pas si simple aussi, mais voilà, je suis content d'être là et de montrer la réalité économique, parce que il y a le temps de travail qu'on n'estime pas et tout ça, mais parfois il faut vraiment être juste aussi dans tous les chiffres. Et donc voilà, on a ce petit EBE, et on est aussi, comme chaque foyer, on a les aides au logement, on a les aides, donc un peu de RSA et tout ça, et on n'est pas loin de 800 à peu près euros par mois de ces aides sociales légitimes, que moi j'ai pas de scrupule à aller chercher. Vu que notre action sur le territoire est bénéfique, je me dis, bah voilà, c'est finalement une rétrocession, je ne sais pas comment on pourrait dire, et très honnêtement, je me gêne pas, enfin on ne se gêne pas avec ma compagne d'aller chercher toutes ces aides à laquelle on a le droit. Il y a le crédit d'impôt aussi du coup. Il y a le crédit d'impôt bio, bien sûr, j'en ai pas parlé, qui est de 3 500 et qui passe à 4 500 cette année. C'est ça, 4 500. Ouais. Et que voilà, et que le micro BA nous permet ça aussi. Et ce que je voulais dire aussi dans les aides PAC, moi j'ai plus d'aide bio. En Pays de la Loire, en 2019, je crois, la région les a supprimées, et du coup, pendant 1 ou 2 ans, il y a eu du flottement, et moi j'avais pas les aides MAE bio maintien, je crois. Je suis tombé à cheval sur une transition sur mon bassin versant où il y a 88 fermes et un bassin versant de plus en plus salopé, on va dire, parce qu'il y a une céréalisation importante. Et moi j'étais le seul éligible, enfin parce que j'étais déjà en place et en bio, le seul éligible à une aide du bassin versant qui était non négligeable, qui était à peu près de l'équivalent du maintien bio. Donc j'ai pris cette aide-là qui me remplace le maintien bio. Mais cette aide s'arrête l'année prochaine. Il faut que je réfléchisse à nouveau dans quoi je vais m'engager. J'ai beaucoup de travail en entretien de haies, de clôture, et puis de foin même. Parce que finalement, je fais 23 hectares de foin à peu près, pour 20 vaches. C'est trop. Et en fait, j'ai voulu sauver le monde. Parce que finalement, quand je me suis installé en 2013, la ferme historique Terre de Liens, elle est de 34 hectares. Et je m'étais dit, super, 34 hectares, à taille humaine, c'est super. Et le voisin à côté de chez nous, qui a 82 ans et quelques, qui nous voyait un peu bizarre parce que c'était... alors on est en Mayenne, mais on est sartois, donc il nous disait « Ouah, c'est qui ces gens-là, ils sont pas de chez nous. On fait du bio, c'est ferme Terre de Liens, c'est quoi cette secte, c'est quoi ce truc-là » Et en fait, le voisin, il s'est décoincé et finalement, il nous a mis ces 17 hectares de prairies en plus. Donc je me suis agrandi. J'ai bouffé le voisin en fait. Parce que je me suis dit, ah non, vas-y, on installe quelqu'un, René, vas-y, on se motive. Et lui, il veut pas encore installer quelqu'un puisqu'il habite encore sa maison, il est tout seul, il n'a pas de femme, pas de famille, et il veut mourir là. Sauf que moi, il y a 5 ans, donc c'est dans 2017, non, ça fait plus que ça, j'ai dit, ouais, ok, je vais sauver la planète, je vais reprendre ce petit bout-là, les convertir en bio, et puis attendre que quelqu'un s'installe.
Sauf que le gars René, il est solide, hein. Il est encore là, et sauf que moi, je me trimballe tout le temps 17 hectares, plus 4 hectares aussi d'un autre voisin. Moi, mon souhait, c'est que rapidement, ces 2 petites zones attenantes à notre ferme soient libérées, que je libère ces baux aussi, et je me libère aussi la vie. Voilà, je les tiens à bout de souffle. Ça m'amène de l'argent de Pâques, c'est sûr, mais moi, à côté de ça, l'équilibre de tout ça. Voilà. Et je vais finir par une petite phrase que j'adore dire, c'est que avant, j'étais chargé de mission en environnement, notamment dans le Marais breton, sur une grande zone Natura 2000. Et aujourd'hui, je suis chargé de mission en environnement. Sur une beaucoup plus petite surface, mais au moins je suis concret, efficace, j'ai des sourires en face, et c'est hyper valorisant comme changement. En fait. Voilà. Antoine est en entreprise individuelle. Sa compagne Marion fait partie intégrante de la ferme. Elle a notamment développé l'accueil à la ferme. Au niveau administratif, elle est aujourd'hui conjointe collaboratrice, un statut qui ne peut être conservé que 5 ans. Il faudra ensuite que la forme juridique de la ferme change. En effet, le principal inconvénient du statut de conjointe collaboratrice est l'absence de cotisation suffisante pour bénéficier de certaines protections sociales. Contrairement à un salarié classique ou associé, la conjointe collaboratrice ne cotise pas au même niveau pour sa retraite ou les indemnités journalières en cas de maladie, ce qui peut générer des situations de précarité. Je vous laisse écouter cet échange qui questionne la possibilité légale ou non pour Marion d'intégrer la ferme de par l'expérience qu'elle a cumulée en 4 ans sur la ferme. Ce que vous allez entendre illustre la difficulté pour les paysans, paysannes et porteurs de projets d'accéder à des informations claires sur les règles d'accès à la terre, aux aides, bref, aux clés pour rendre viable l'installation paysanne. Alors, ouvrez grand vos oreilles. Donc déjà Marion, elle n'a pas de capacité agricole, c'est ce qu'on appelle pour être éligible à certaines aides à l'installation. Donc, et pour l'instant, on voulait démarrer petit aussi parce que quand on s'installe, il faut prouver, quand on va chercher les aides à l'installation, qu'en année 5, on est capable de dégager au moins un SMIC annuel. Et nous, dans notre projet, qui était d'une vingtaine de vaches sur 34 hectares, un SMIC annuel, c'était bien. Et 2, ça paraissait compliqué. Et voilà, on préférait commencer petit, donc pas trop d'investissement. Après on a eu des enfants, on a fait école à la maison assez longtemps, donc Marion était quand même très clairement plus sur l'aspect famille, même si moi j'avais ma part. Donc du coup elle était un peu moins sur la ferme, et là depuis que les filles sont un peu plus grandes, elle est devenue conjointe collaboratrice jusqu'à l'année prochaine. Et donc l'année prochaine on s'interroge si est-ce qu'on fait une autre forme d'entreprise, ou auquel cas peut-être un GAEC ou autre. Ou est-ce qu'on fait du salariat? Est-ce qu'elle devient salariée? Ou est-ce qu'elle n'existe plus du tout? Ça peut être aussi une... Parce que maintenant, avec son expérience en tant que conjointe collaboratrice, elle doit pouvoir avoir Une équivalence, tu veux dire? Ouais, voilà. Eh ben non. En fait, l'équivalent de compétences, je ne sais plus comment ça s'appelle, il faut vraiment... validation d'acquis par l'expérience. VAE, voilà ça. Il faut vraiment conjointe collaboratrice, ça marche pas. On nous a dit que c'était pas possible. Il faut parler aux bonnes personnes. Ah ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, nous, c'est ce qu'on verrait dans le plus juste pour elle, dans le sens où maintenant, depuis 2-3 ans, elle développe fortement cette activité d'accueil à la ferme, parce qu'elle est issue plutôt d'un parcours socio-culturel, elle a travaillé en maison de quartier, tout ça. Et ça serait légitime pour elle qu'elle arrive avec ce statut-là sur la ferme. Et puis tu peux t'installer sans la DGA. Elle peut aussi être chef d'exploitation et renoncer à la DGA. Si c'est un frein, cette capacité agricole, et aujourd'hui on peut être paysan sans avoir de capacité agricole. Pour les aides, c'est quand même pas négligeable. On voit 2 exemples où quand même les aides en même temps. Oui. Ça c'est la PAC. Moi je parle de la DGA. C'est-à-dire que sans ta capacité agricole, tu n'as pas la DGA. Mais bien sûr que tu as droit à la PAC. Tu as le droit à la PAC. Si. Une autorisation d'exploiter, l'autorisation d'exploiter. Je suis désolée, j'ai travaillé au pôle installation à la Chaume. Quand vous demandez une autorisation d'exploiter, il y a des priorités selon le schéma directeur. Ok, hors programme SAFER, machin. En Bretagne en tout cas, parce que les schémas directeurs ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. En Bretagne, la capacité agricole donne des points ou des quarts de points de plus par rapport à quelqu'un qui ne l'a pas. Par contre,
t'as ton non-diplôme, donc ta non-capacité agricole, d'ailleurs cette expression est horrible, n'impacte pas sur la PAC. Et ensuite, pour exploiter une terre, en France, aujourd'hui, il y a besoin de 2 choses. Comme une voiture, il y a besoin de 2 documents. Un bail ou un acte de propriété, plus une autorisation d'exploiter. Sinon, tu peux te faire lever ta terre, en fait. Et c'est là où, en fait, l'amalgame se fait. Et donc, pour aller chercher ta PAC, on te demande d'être réglo. Donc, d'avoir une autorisation d'exploiter et d'avoir un bail ou un titre de propriété. Mais par contre, si demain, vous avez des gens qui veulent s'installer, qui peuvent pas prétendre à des JAP, mais peu importe, parce qu'en fait, on fait croire aux gens qu'il faut aller faire des écoles. Ils peuvent y aller et ils peuvent aller demander leur PAC et ils peuvent aller chercher leur mec et ils peuvent même aller demander des autorisations d'exploiter parce qu'en fait, pourquoi il y a des gens qui ont 1000 hectares des fois? Mais parce qu'il n'y a personne en face, parce qu'on fait croire aux gens qu'il faut des diplômes pour aller demander des autorisations d'exploiter. Et parfois, il n'y a personne en face. Parfois, les territoires comme ça se vident parce que... Enfin voilà, moi je suis restée que 2 mois à la chambre. Mais parce que mes collègues, ils disaient pas tout en fait. Et ça, c'est politique de pas tout dire. Donc il faut tout dire. Et moi, des fois, je disais aux gens, mais vas-y, ok, demande pas la DGA, mais vas-y. C'est maintenant là que ça se joue. Et il faut pas oublier que tu as une autorisation d'exploiter. Bah, tu as un cycle culturel pour rentrer dans la terre. T'es pas prêt, c'est pas grave. Garde ton papier au chaud. Installe-toi. Mais tu l'as, là, l'autorisation d'exploiter, elle est bloquée. Le voisin, il peut plus y aller, c'est fini. Et en fait, il faut connaître les règles pour aller au-dessus des règles. Désolée, je mets un peu d'émotion parce que moi, on a essayé de me piéger 2 fois. Je suis passée 2 fois en comité de SAFER. Ça a été super chaud et j'ai réussi parce que je connaissais les règles. Et je suis allée travailler à la chambre pour connaître les règles. En résumé, il n'y a pas besoin de capacité agricole, donc de diplôme, pour cultiver une terre et obtenir les aides PAC. La capacité agricole est nécessaire, en revanche, lorsque l'on souhaite toucher la DJA, dotation jeune agriculteur, au moment de l'installation. Pour cultiver une terre, un bail ou un acte de propriété et une autorisation d'exploiter suffisent. J'avoue que cette information n'était pas claire pour moi. David Trégart, éleveur présent à l'atelier et qui a fait l'objet de l'épisode 47, demande à Antoine de préciser comment il a réussi à rembourser son emprunt dans une période où les aides à l'installation en bio ont encore diminué. Le projet d'installation était de 110 000 euros en 2013. 110 000 euros dans lequel il y avait 41 000 euros de troupeau et 23 000 euros de tracteur. Ouais. Donc en gros, en 2 postes, j'avais quasiment tout. Et après, c'était que du petit ramassis, du boui-boui, de l'occasion, qui n'était pas éligible, justement, parce qu'il fallait acheter que du neuf. Tout ça. Donc en fait, j'ai emprunté pour 80 000 euros. Et le seul truc qui a été financé quand même en prêt JA, c'était le troupeau. Et là, donc mon EBE, les premières années, c'était genre 19-20 000. Et j'avais 11 000 euros d'annuité pour les 5-6 premières années, je crois. Et donc là, maintenant, j'ai plus de 3 000 euros d'annuité jusqu'en 2028, je crois. Donc, mais les premières années, c'est chaud patate quand même, non les premières années, après, tu as la DGA qui te fait ta petite trésor et tout. Ouais, c'était chaud, mais ça l'a fait. Après, même la banque a été assez confiante parce que c'était un tout petit projet, en fait. Parce que les maisons, c'est un peu dans la location, peut-être. Je suis tout en location. Ouais. Ouais, c'est ça aussi. J'ai rien acheté. Donc, la maison, la partie perso, en fait, c'est une location qui part à Terre-de-Liens. À Terre-de-Liens, ouais. Ah, c'est ça aussi. Parce que vous n'avez pas besoin de retirer un salaire pour payer un logement à part. Ouais. Ouais. C'est un grand frein dans le terme. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ouais. Mais moi, direct, je l'ai dit qu'on était avec Terre-de-Liens entièrement en location, même sur les agrandissements qu'il y a eu. Le souhait, c'est pas de devenir propriétaire. Le loyer à l'année, tout confondu, même les extensions autres que Terre-de-Liens, je suis à 12 000 euros à peu près à l'année. Je dois être à 6 000 et quelques euros d'MSA. Voilà. Et puis j'ai une grosse facture de charge de transfo pour la vente directe qui m'interroge beaucoup. Je suis à peu près à 15 000 euros par an. Donc ça fait 11 ans que je suis installé. Et parfois quand je fais le calcul, je dis j'aurais dû me faire un labo, un atelier de découpe, quelque chose. Mais bon, quand on est au début, enfin voilà, on ne sait pas trop. Puis c'est une compétence aussi à avoir. Et tout. Le chiffre d'affaires mesure le revenu brut de l'exploitation sans tenir compte des coûts.
L'EBE, excédent brut d'exploitation, mesure la rentabilité de celle-ci après avoir pris en compte les charges courantes liées à l'activité agricole, salaire, soins des animaux, charges de transformation par exemple. Si une ferme vend pour 100 000 € de produits agricoles, c'est son chiffre d'affaires, mais qu'elle a des charges d'exploitation de 70 000 €, alors son EBE sera de 30 000 €. L'EBE d'une ferme peut être utilisé par exemple pour rembourser des emprunts. Attention toutefois, certaines personnes intègrent leurs revenus dans l'EBE. C'est le cas de Frédéric, que vous allez entendre un peu plus loin. Moi j'ai une question justement sur le coût de la transformation et donc l'intérêt de la vente directe. Bon, nous on est sur une ferme, on fait du mouton aussi en partie en vente directe. Et en fait on était très partant quand on s'est installé en disant la vente directe va nous permettre de vivre avec un plus petit troupeau. Et le constat qu'on fait, le prix de l'agneau est un peu élevé en ce moment, c'est que si on met tout bout à bout, la transfo, le temps qu'on y passe, chercher les clients, nous non plus on n'a pas de labo des coûts. En fait on se rend compte que le gain de la vente directe sur notre atelier il est relativement faible, quoi. Il est peut-être dans nos convictions, mais dans la réalité il est assez faible. Donc est-ce que toi tu as déjà fait le calcul, savoir si tu vendais tes vaches, tes veaux ou tes bœufs, je sais pas quel système c'est, en circuit long, quelle différence il y aurait et quel gain aussi de temps et de charge mentale peut-être que tu aurais? Ah ouais. J'ai pas fait le calcul précisément, économique en tout cas, mais j'ai fait le calcul cérébral dans ma tête, dans le fait d'accompagner mes animaux et dans le fait que je voulais faire c'était ce projet-là, moi, c'est-à-dire vraiment élever, transformer. Alors je peux pas encore le faire moi-même, mais voilà, et puis vendre et derrière accompagner les gens dans leur consommation et leur choix de sélection de notre colis de veau, en leur disant que voilà, si tu choisis ce colis de veau là, c'est parce qu'il y a une philosophie derrière, il y a le captage d'eau, il y a tout ça, et voilà. Et moi je voulais faire le service jusqu'au bout. Économiquement, j'estime quand même que ça doit être plus qu'un système classique, enfin en filière longue on va dire, parce que j'ai des salaires, c'est pas des gros gabarits, c'est pas, je les finis pas à l'eau, tout ce tintouin, parce que j'optimise les charges comme toi où il y a 0 intrant quasiment. Et derrière, moi je veux aussi accompagner le produit parce que je veux expliquer la vie de l'animal, et puis rassurer le consommateur, expliquer que devenir vegan c'est peut-être pas une bonne solution, enfin voilà, et voilà, et tout ça fait partie de mon salaire qui est pas économique, mais qui est hyper ancré, valorisant et qui me fait trop du bien dans ce que je fais par rapport à ce que je faisais avant. Tu commercialises à combien le kilo ton veau? Le veau on est à 18 € le kilo et le bœuf on est à 16 € le kilo. Sachant qu'après je fais des prix particuliers pour les restaurants qui me demandent telle chose, tel truc. Ouais. Vous passez du temps à accueillir des groupes et ouais. Comment vous le rémunérez? Qui s'en occupe? C'est moi et Marion essentiellement, à part l'intermédiaire de l'entreprise agricole Antoine Ponton, je fais une facture de prestation à l'école, au centre de loisirs, ou voilà. Et quand on fait des colonies aussi, et ça rentre dans le revenu de la ferme. Après il y a un seuil à pas dépasser, je sais plus lequel, mais on est largement en dessous de ce qu'il faut. Cette année on va être à 4 500, 5 000 € à peu près. C'est encore une source valorisante, de connexion des gens sur son lieu, et quand ils te renvoient, ouais c'est super ici, bah, ça fait plaisir, hein, ça fait du bien. Ça t'amène des clients pour ta vente directe un petit peu, bah, c'est surtout l'inverse en fait, c'est des personnes qui nous connaissent à travers la vente directe, qui disent attends, mon petit enfant il viendrait bien à ta colonie et tout. J'ai trouvé très inspirant de terminer la présentation du modèle d'Antoine par la possibilité pour une ferme de transmettre l'agroécologie et d'en faire une source de revenus. Le cas de la ferme de Trévarnes dans le Finistère est bien différent. Jean-François s'est installé avec son frère en 1994 et comme ils avaient trop de terres et de bâtiments pour leur élevage de 70 vaches laitières, ils ont accueilli à partir de 2013 7 personnes qui ont chacune une activité indépendante. Une maraîchère, 3 brasseurs, 2 fromagers et une boulangère. Donc on est installé en production laitière sur 84 hectares en agriculture biologique. Donc nous on dégage autour de 80 000 €. Donc nous on prélève 60, il reste 20 pour réinvestir. La maraîchère elle doit sortir entre 15 et 20 000 €. Chacun est indépendant. Okay. Ouais, parce que c'est pas du tout les mêmes métiers en fait. Et moi je voulais
Enfin, je voulais que chacun soit responsable. Il y a une petite location. On a mis 10% de ce que nous on a investi par an. Et on offre notre main d'œuvre. Donc les locaux, on les a réalisés nous-mêmes. On a acheté pour 35 000 euros de matériaux. Et le fromager, il a 350 euros par mois. L'électricité comprise. Et le lait au prix lettré. La maraîchère, elle a du fait qu'elle se soit installée dans la ferme, elle s'est installée pour un coût moitié moindre que si elle avait été seule, puisqu'elle utilise le tracteur, elle a l'eau du forage, etc. Et un petit local gratuitement. Et tout le monde est comme ça. Nous, on a essayé de baisser les coûts pour limiter leur charge de structure au maximum. On a 80% propriété. Et sur les 80 000 de BE, la part du revenu, la part des aides là-dedans, tu l'as en tête? On reçoit 48 000 euros. Ça sert à payer les impôts et la MSA. Comme souvent dans les modèles agroécologiques, le revenu des associés du GAEC n'est pas lié à la maximisation du rendement, mais à la recherche d'un système économe. Jean-François et son frère sont en élevage herbager avec des races rustiques. Les vaches font, au cours de leur vie, en moyenne 7,6 lactations et elles sont réformées à 10 ans. En élevage conventionnel avec des races très productives comme la Primolstein qui met toute son énergie dans la production de lait, nourrie avec un mélange maïs-soja, les vaches de ces fermes font 2,6 lactations au cours de leur vie et ont une longévité de 5 ans et demi en moyenne. Au GAEC de Trévarnes, les vaches produisent moins de lait mais plus longtemps. Le lait est de meilleure qualité et les coûts de production sont bien moindres. Les animaux vont eux-mêmes chercher leur nourriture au pré, alors que dans les systèmes conventionnels, il faut cultiver le maïs, ce qui nécessite beaucoup de mécanisation et donc de pétrole. Il faut aussi acheter le complément protéiné, souvent du soja importé. Moi, j'aimerais céder la ferme à bas coût, puisque moi j'ai gagné ma vie, j'ai pas mal de réserves. Donc je peux me permettre de vendre la ferme à pas cher. À la personne qui voilà. a la même On va trouver un petit couple là, motivé. Ouais, mais ça c'est un modèle personnel, mais c'est pas démultipliable. Je sais pas. Parce que votre choix c'est de vendre à bas coût. Mais ouais, moi c'est mon choix. Monsieur, s'il y a des investissements et des annuités, ouais. Peut-être. Enfin, quand les annuités s'arrêtent, c'est la MSA et les impôts qui arrivent. Quoi. Ouais. Parce que nous, on donne 30 000 euros à la MSA et on donne à nous deux près de 20 000 euros aux impôts. Voilà. Et le choix du réel, du coup, c'est quoi le choix du réel, on est plafonné en chiffre d'affaires jusqu'à présent. Mais là, le projet, c'est de passer au micro-BA avec la nouvelle réglementation et les 120 000 euros de plafond par associé. Voilà. Et là, on va libérer 30 000 euros pour faire autre chose. Les MAEC et tout ça, il y en a c'est à votre nom, enfin c'est vous qui prenez tout. Ouais. La maraîchère par exemple, elle n'a pas. Ouais. Mais les MAE permettent de les installer à pas cher. Okay. Elle n'a pas genre l'aide de la PAC ou ce genre de truc. Non, il y a zéro subvention, il n'y a pas d'aide là-dessus. Et comment ça se passe du coup pour le fonctionnement avec la maraîchère notamment donc elle est locataire, ouais. Mais du coup c'est quand même des terres qui sont... Pour l'instant elles sont à nous. On lui a vendu un bâtiment pour qu'elle y fasse sa maison. Et la terre, elle n'a pas encore souhaité acheter son champ. On a la MAEC système herbager à 180 euros l'hectare. On doit avoir 1003 ou 1005 sur les haies. Et on a un peu de fauche tardive. Ça compte pour les 48 000 euros que tu as dit. Ouais, en tout. Et c'est en plus des 80 000. Ah non. Ah non, c'est dans les 80 000, c'est le revenu. C'est ce qui reste à la fin de l'année. Donc ça, on prend tout. Ça, on laisse un peu dans l'entreprise. Sur les totales d'aides, la part des MAEC là-dedans, tu l'as en tête? À peu près la moitié. À peu près la moitié, c'est des MAEC. Ouais. Ok. On va maintenant écouter Frédéric Signoret du GAEC La Barge. Frédéric est l'un des fondateurs de Paysans de Nature. Sa ferme existe depuis 2005. Vous allez entendre à plusieurs reprises dans cet épisode le terme MAEC. Ce sont les mesures agro-environnementales climat, qui représentent une petite partie des aides de la PAC qui visent à soutenir le changement ou le maintien de pratiques agricoles vertueuses. Un élevage peut obtenir des MAEC, par exemple en valorisant des zones humides, pour entretenir des haies ou encore préserver des races menacées.
Je suis dans un GAEC qui s'appelle le GAEC La Barge. Nous sommes 2 associés, Ludivine Cosson et moi. Et c'est une ferme qui se situe juste face à l'île de Noirmoutier. C'est du marais, tout proche de la mer, donc avec une partie qui est irriguée par de l'eau de mer, avec des fossés qui viennent à la fois drainer l'hiver et puis réapprovisionner en eau salée le tour des parcelles, sur la moitié à peu près, et l'autre moitié est en marais doux. Il n'y a pas grande différence, si ce n'est qu'il y a des écluses qui séparent l'eau de mer de l'eau douce qui vient du bassin versant et qui est évacuée l'hiver et qui reste du mois de mars au mois d'octobre, à peu près comme ça, stagnante. Et après le mois d'octobre, on ouvre les écluses et tout ça s'en va à la mer. Nous faisons des vaches allaitantes de race maraîchine. Sur ces 170 hectares, on a 50 vaches allaitantes qui font des veaux. Et puis, on va dire une dizaine d'équidés, bon an, mal an, entre nos chevaux, ânes en propriété ou ceux qu'on prend en pension de façon aléatoire. Le chiffre d'affaires de la ferme, puisque c'est ça dont on parle, est de l'ordre de 190 000 euros. Ce chiffre d'affaires est composé notamment de 120 000 euros d'aide, PAC, dont la moitié à peine de MAEC, 50 000, et le reste de la PAC classique. Je ne vais pas vous parler de la situation actuelle que je maîtrise mal, mais 2-3 ans en arrière, nous étions à 90 000 euros de BE, sans emprunt à rembourser, donc à se partager à 2 associés, 45 000 euros de revenus chacun par an. Du coup, c'est beaucoup, en tout cas c'est beaucoup plus que ce à quoi on était habitué et ce à quoi on a besoin, parce qu'avant on a eu d'autres métiers, Ludivine et moi. Ludivine travaillait au Conservatoire des ressources génétiques du Poitou, donc une association qui s'occupe de conserver les races anciennes et variétés anciennes, agricoles. Et moi je bossais à la LPO. Donc à la LPO, on n'est pas payé 45 000 euros par an. Tu confirmes? Ouais, carrément. Et encore, le revenu d'un agriculteur, un peu comme Antoine nous l'a laissé entendre, c'est pas la même chose qu'un revenu de salarié parce que y a toute une partie des charges qui sont assumées par la ferme. Hein. Véhicules, téléphone, c'est pour nous, logement. Donc c'est 45 000 euros d'argent de poche, ça fait beaucoup, quoi. Juste pour me déculpabiliser tout de suite, cet argent-là, on ne le consomme pas, et en fait on s'en sert, on fait des prêts citoyens pour des gens qui veulent faire des installations paysannes qui défendent le vivant. Voilà. Puis plus d'autres activités, beaucoup d'accueil à la ferme. Comment le GAEC La Barge est-il arrivé à cette situation économique confortable pour la ferme ? Frédéric commence par dresser un tableau de la situation économique agricole du territoire sur lequel il s'est implanté, puis les étapes de son installation. Ni Ludivine ni moi ne sommes issus du territoire, ni du monde agricole. Donc moi je déboule en tant qu'ancien animateur LPO, animateur MAE notamment. Donc par rapport à ce que disait Pauline, moi je suis très content de son témoignage parce que moi ça a été, je dirais, une des pierres angulaires de mon installation, c'est-à-dire connaître parfaitement le système pour pouvoir utiliser les interstices qui vont bien pour porter mon projet personnel. Et mon projet personnel, c'était faire une réserve naturelle de biodiversité et faire la démonstration de la rentabilité économique du système. Ça, c'était mes 2 objectifs majeurs, au même niveau, je dirais, une réserve naturelle et un bon revenu. Parce qu'en fait, j'avais été bercé par des discours dans le cadre de mon travail de chargé de mission MAE, comme quoi tout ce que je proposais aux agriculteurs, c'était bien joli, mais c'était pas rentable. Et du coup, moi, je voulais faire la démonstration du contraire. Donc ça a été très vite fait. Je dirais en 2 ans d'installation, j'ai fait la démonstration que c'était très rentable de faire beaucoup de biodiversité. Et là, j'ai eu une grande désillusion, c'est que je suis revenu dans les comités de pilotage en tant qu'agriculteur représentant la Conf ou la LPO, je ne sais plus trop. J'ai écrit des articles dans des trucs agricoles, des marais littoraux atlantiques. Et là, les réponses que j'ai entendues de la part des collègues agriculteurs, c'était « Ah oui, non, mais toi, ce que tu fais, c'est pas de l'agriculture ». Et là, du coup, j'ai eu la révélation. Je me suis dit, mais en fait, depuis des dizaines d'années, donc à travers les MAE notamment, on propose aux agriculteurs des contrats financiers pour changer leurs pratiques. Mais en fait, c'est pas très intéressant, puisque ce qu'ils veulent,
la rentabilité n'est pas leur premier moteur, puisque moi je fais la démonstration que c'est rentable. Et en fait, là j'ai compris que finalement les discours officiels qu'on entend dans les réunions d'agriculteurs, qui sont de mettre en avant l'économie, sont un espèce de prétexte pour défendre tout un tas d'autres valeurs qui sont, à mon avis, beaucoup plus intéressantes que l'argent d'ailleurs, qui sont la reconnaissance sociale. Et du coup, un agriculteur, ce qui le motive, c'est pas de gagner beaucoup d'argent, contrairement à tout ce qu'on entend, c'est d'être reconnu parmi ses pairs comme quelqu'un qui fait du bon travail. Et du coup, de produire beaucoup, éventuellement de gagner beaucoup d'argent, mais c'est surtout gagner beaucoup d'argent pour avoir des beaux tracteurs, une belle voiture, une belle maison, et je dirais comme à peu près tout le reste de la société, où finalement notre principal moteur c'est la reconnaissance sociale, notamment par nos communautés dans lesquelles on est reconnu, et du coup pour se sentir vivant, aimé, et voilà. Et donc du coup, c'est comme ça un peu, ça a été une des raisons de créer Paysans de Nature, parce que je me suis dit, mais en fait, avec nos outils là, de contractualisation avec le monde agricole, pour essayer de les faire progresser vers des... Bon, je dis pas que c'est complètement nul, hein, mais en tout cas, moi, pour ce que j'ai vécu dans le territoire, donc c'est un territoire où il y a environ 300 structures agricoles aujourd'hui, il y en avait 400 quand j'ai commencé les MAE dans les années... milieu des années 90, j'ai vu une érosion de la biodiversité forte et une érosion du monde paysan assez forte aussi. Et peut-être même plus forte que dans des régions où il n'y avait pas toutes ces aides liées à l'environnement. Donc pour moi c'est un double échec, à la fois social et environnemental, malgré 3 millions à 4 millions d'euros injectés sur ce territoire par an. Et du coup je me suis dit, mais en fait, donner de l'argent à des gens dont le moteur est la reconnaissance sociale à travers la productivité, la démonstration qu'on peut produire beaucoup, et donc du coup dans ce territoire-là où c'est essentiellement de l'élevage bovin aujourd'hui, en fait c'est d'avoir des blondes d'Aquitaine qui sont belles, rondes, grasses toute l'année, des charolaises, les Holstein ou les vaches laitières ont pratiquement disparu du territoire. Là aussi je pense que c'est un effet MAE, où finalement c'est assez facile de gagner de l'argent sans forcément chercher de la valeur ajoutée sur la production, ce qui est également la stratégie que j'ai eue personnellement. Donc voilà, en fait les paysans disparaissent, la biodiversité disparaît, et on est avec notre politique publique qui vient mettre de l'argent là-dedans. Et en fait, cependant, nous faisons la démonstration au GAEC qu'on peut créer de l'emploi, puisqu'aujourd'hui on est 4, sur 170 hectares, on est encore loin du rendement du GAEC de Trévarne avec 8 personnes sur 80 hectares. Et la différence, c'est que nous, en gros, on partage des aides publiques et qu'on a très peu de valeur ajoutée et de produits liés à la production agricole. On a mis le curseur à fond sur la biodiversité. Et du coup, ça ne génère pas forcément du chiffre d'affaires en dehors des MAE. Finalement, on est double actif. Enfin, on a une autre production. Notre deuxième production, c'est la biodiversité. Voilà, je vous ai expliqué quelles étaient un peu les motivations d'avoir créé ce système comme ça. Et comment je l'ai fait, au départ tout seul. C'était installation sans matériel, sans bâtiment, sur 60 hectares, avec que des vaches. Donc moi j'ai fait le parcours JA parce que j'ai voulu optimiser jusqu'au bout, mais je donne complètement raison à Pauline, on a aidé beaucoup de copains à s'installer sans aucune formation agricole, c'est possible et ça marche. Et effectivement le facteur limitant c'est les porteurs de projets, et il faut arrêter de se laisser raconter un tas d'histoires comme quoi c'est inaccessible. Je dis pas que c'est facile, mais c'est accessible, et ce qu'il faut c'est de la solidarité entre nous pour rendre les choses possibles. Et aider des porteuses et des porteurs de projets qui s'ignorent d'ailleurs à devenir paysans. Donc je disais installation sans matériel, sans bâtiment, un troupeau de 12 vaches sur 60 hectares, et là j'avais déjà fait la démonstration que ça générait 1200 euros par mois de revenus. Et du coup, malgré toute la défiance de la Chambre d'agriculture, des agriculteurs, du Crédit Agricole, etc., comme quoi c'était pas possible, en fait... je connais les règles, je remplis le document, c'est possible, vos critères sont ceux-là. Et peut-être tu dis c'est pas possible, mais sauf que j'ai rempli les critères, donc tu me donnes la DJA, et j'ai eu la DJA. Donc il y a des gens qui essayent de barrer la route, évidemment, dont le Crédit Agricole. Et mon conseiller du Crédit Agricole, qui est plutôt un militant qui partage nos valeurs,
me disait, tu sais, quand tu t'es installé, le conseil d'administration des Crédits Agricole, de toute façon, on lui donnera jamais ses aides à l'installation. Et lui a eu la malice de leur répondre, ça tombe bien parce qu'il n'en demande pas. Donc quand on t'installe sans matériel, sans bâtiment, avec 12 vaches, on n'a pas besoin de faire des emprunts, et du coup on s'installe comme ça. Donc après, moi, pour des raisons perso, j'ai trouvé ça inconfortable, ça répondait pas complètement à mes aspirations, puisque j'étais né dans une ferme dans le Berry, où avec des charolaises et des moutons, chez mon grand-père, j'ai grandi là, et le côté, l'odeur des vaches à l'étable me manquait, et puis la relation avec les vaches à l'étable, donc du coup j'ai cherché un lieu avec des bâtiments, et c'est à partir de là où j'ai repris une ferme de 90 hectares, et donc j'arrive à 150 là, et du coup je fais un avenant à mon truc JA, et là je fais un emprunt, mais vu que j'étais déjà installé, ils ne pouvaient pas me le refuser. Donc voilà, encore une règle qu'il est intéressante de connaître. À partir du moment où on fait la démonstration économique que c'est rentable. Voilà, ça c'était en 2003, entre 2005 et 2007. Ensuite, en 2010, Ludivine est arrivée, sans diplôme agricole. Elle a fait une VAE qu'elle a obtenue automatiquement, grâce à son parcours au Crégène. Bon, comme tu dis, il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment. C'est exactement ce qui s'est passé. Parce que son parcours au Crégène, je dirais, ne lui donnait pas vraiment de compétences agricoles particulières, mais voilà, elle a su défendre son projet. On a la chance d'être dans un territoire où il n'y a pas une pression foncière énorme, et ce qui a rajouté de la pression foncière depuis mon installation, c'est notre dynamique paysan de nature, qui fait que ça a fédéré les gens de l'agriculture productive contre nous. Et là, du coup, ils essayent de prendre les terres pour nous empêcher de les avoir, parce que c'est deux modèles agricoles qui s'affrontent sur le territoire. Et du coup, on est assez visible, parce qu'on est tous en vente directe, on est tous sur les marchés. Lorsque les élus veulent faire une manifestation et qu'ils demandent un buffet, c'est nous qui venons avec nos produits transformés. Donc ça les agace, quoi. Et du coup, ils essayent de nous empêcher d'avoir d'autres terres. Mais ça marche pas très bien. En fait, l'hostilité n'est pas un moteur suffisant pour donner envie à des gens de s'installer. Ce qui est important de préciser ici, c'est que Fred ne fait pas le procès des agriculteurs de son territoire. Il fait simplement le constat que des pratiques agricoles très répandues sur son territoire entraînent la destruction des écosystèmes, la perte de valeur ajoutée pour les fermes et donc la disparition des paysans. Alors que le modèle paysan de nature, lui, inspire les porteurs de projets et toute la communauté de mangeurs et mangeuses qui soutiennent la démarche. En revanche, de prendre soin de la nature et de faire du circuit court avec toute la reconnaissance que ça donne, dont parle Antoine ou Jean-François, ça donne plus envie à des gens de venir, et du coup, voilà. De plus en plus, il y a un phénomène un petit peu exponentiel, parce que plus on est nombreux, plus le bouche à oreille fait qu'on... Alors après, on n'a pas l'ambition non plus de coloniser complètement le territoire avec des paysans de nature, mais on est quand même dans un phénomène de mixité sociale dans le monde agricole qu'on a carrément souhaité, quoi. C'est un vrai projet, quoi, de faire ça. Et en fait, souvent, on nous a reproché d'être dans une forme d'élitisme, c'est-à-dire que c'est réservé à des gens qui ont fait des études, qui ont des valeurs, un projet un peu politique différent. Et du coup, ça parle pas aux locaux, quoi, aux natifs, on va dire. Je préfère natif au terme d'autochtone, parce que je me considère comme un autochtone, là. Et du coup... je pense que c'est pas vrai, parce que par ricochet, on s'aperçoit que nos modes d'agriculture, finalement, finissent par infuser auprès des fils d'agriculteurs voisins. On a un fils d'agriculteur céréalier conventionnel qui s'est installé en maraîchine, en vente directe, parce qu'il s'est inspiré de ce que nous on fait, avec des valeurs différentes, mais en fait les frontières ne sont pas si étanches que ça. Et finalement, il faut résister longtemps, résister nombreux, et puis on a tous des enfants dans les écoles, on va au théâtre, il y en a qui jouent au volley, d'autres au foot. On n'arrivera pas à convaincre les militants de la FNSEA, qui cherchent toujours à nous dénigrer, c'est évident, avec des discours de plus en plus ridicules, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont de moins en moins crédibles, quoi. Notamment vis-à-vis des élus qui voient qu'on existe, c'est rentable, ça attire du monde, ça donne de la dynamique au territoire, éventuellement même ça restaure les milieux
dont eux aussi ont la charge à travers les commissions locales de l'eau, etc. Et donc on rebouture des roseaux. On a maintenant des relations avec les syndicats des marais qui, eux, pour les coups, sont souvent des natifs. Mais du coup, quand ils ont des contrats de l'agence de l'eau qui leur dit qu'il faudrait restaurer des cours d'eau, chez qui ils viennent? Chez nous, quoi. Et du coup, ils sont bien contents de nous trouver pour pouvoir mettre en œuvre... Et par ce biais-là, finalement, le fait qu'on démontre que c'est possible, il y a quelques agriculteurs issus du coin qui commencent à... On a des copains qui sont issus du monde agricole, qui sont rentrés dans la MAP, quoi, ou dans notre association Gens du Bocage et du Marais, qui est une association donc de producteurs en vente directe, dans laquelle on a donné une tonalité biodiversité forte. Est-ce que faire de la vraie agriculture, c'est produire beaucoup ? Notre modèle agricole a été historiquement conditionné par la productivité. Lors de mon passage à la ferme du Grand Laval cet été, je vous invite à écouter les épisodes 79 à 81 et lire mon article « Si un oiseau devenait paysan, il créerait cette ferme ». Les liens sont dans les notes de l'épisode. J'ai été frappée par le partage du paysan ornithologue Sébastien Blache sur l'évolution du modèle économique d'une ferme qui accueille de plus en plus la vie sauvage. Je lance donc le débat à ce sujet. Sébastien, donc le paysan de la ferme du Grand Laval, disait que donc il y a la marouette ponctuée qui est un oiseau qui avait été pas vu dans la Drôme depuis très longtemps en nicheur, qui est venu sur la ferme. J'y connais rien, mais bon, j'essaye de répéter un peu ce qu'il m'expliquait. Du coup, il disait, voilà, maintenant qu'elle est là, qu'on a réhumidifié la prairie, qu'on a créé cette vasière, éthiquement, on n'arrivera jamais à refaire du tournesol sur cette parcelle. Et donc, ça nous pose vraiment la question du modèle économique de la ferme, et notamment de à quel moment on décide de laisser une part à la nature, et du coup, on peut mettre les vaches un peu dessus et valoriser économiquement cette prairie. Mais en fait, donc vous dites tous qu'il y a une énorme part d'aide dans le revenu qui est liée au fait que ce soit réserve naturelle, ce soit prairie ou autre. Et en fait, sur le long terme, est-ce qu'on peut encore compter sur ces aides ? Enfin, est-ce qu'il y a d'autres revenus ? La pédagogie, évidemment. C'est pas vraiment une question, c'est plus une vision globale de... Quand on s'installe en paysan de nature, on peut avoir des revenus liés à la pédagogie, liés aux aides PAC, et du coup, jusqu'à quand on reste une ferme ? Fred, vous voulez réagir rapidement et puis parler ta question. C'est un sujet qui pourrait nous amener très très tard dans la nuit. Je vais essayer d'être très court. D'abord dire que dans les 3 exemples qu'il y a là, les proportions d'aide sont très différentes. Du coup, il y en a où c'est plutôt faible. Rappelez qu'en élevage, cette proportion est toujours importante, qu'on soit en paysan de nature ou pas. Plus de 50% ou vers 60% des aides publiques sur le chiffre d'affaires en vaches allaitantes. Quand est-ce que le robinet va se couper ? Moi j'entends ça depuis 30 ans, qu'en gros il n'y aura plus de MAE. Bon, ça fait 30 ans que ça dure. Et aussi un phénomène quelle est la résilience ? Les centres de comptabilité et de gestion utilisent cet indicateur du taux d'aide sur le chiffre d'affaires ou sur le revenu pour évaluer la résilience d'une entreprise agricole. Et moi je ne suis pas du tout d'accord avec cet indicateur-là, parce que du coup ça fait complètement l'impasse sur la capacité finalement de l'entreprise et donc de ses entrepreneurs à rebondir pour faire autre chose. C'est ça la résilience ou la robustesse. Et finalement pour moi c'est pas du tout lié aux aides. C'est-à-dire que nous on a 0 remboursement et développer tout un tas de compétences autour de la pédagogie, de l'accueil, de tout un tas de trucs. Et en fait, demain, s'il faut arrêter et faire autre chose, moi, c'est 0 problème. Est-ce que c'est pas ça la conclusion de dire que finalement, moins on est chargé et plus on est autonome ? Exactement. Sur les questions de robustesse, des incertitudes dans le monde dans lequel on vit, il y en a plein. Et notamment le coût de l'énergie, qui à mon avis, pas des moindres. Et du coup, quand on voit la dépendance aux énergies fossiles des systèmes agricoles qui sont moins basés sur les aides, sont-ils plus robustes ? Moi, j'en suis pas sûr du tout. Olivier Amand, directeur de recherche à l'INRAE, définit la robustesse comme le maintien d'un système stable malgré les fluctuations. Le vivant est maître dans l'art de la robustesse, puisqu'il a su s'adapter et survivre à 3,8 milliards d'années de fluctuations. Quelles leçons nous livre-t-il ? Le vivant est inefficace,
aléatoire, redondant, incohérent et inachevé. Il n'est pas performant. En fait, pour Frédéric, le problème n'est pas qu'une grande partie des ressources d'une ferme proviennent des aides. Le problème serait que la ferme dépende des aides pour sa survie. Le gars avec la barge pourrait rebondir, s'adapter si les aides de la PAC venaient à diminuer. Capacité à rebondir d'autant plus grande que la ferme a peu de charges. Voilà ce que je veux dire. Après, il y a des questions de valeur un petit peu sur est-ce que c'est bien ou pas bien de vivre des aides. Et du coup, ça pose la question de la multifonctionnalité de l'agriculture et jusqu'où on va. Moi, si tu veux, j'étais issu du monde des réserves naturelles, comme Sébastien d'ailleurs. Du coup, je n'ai eu aucun scrupule à toucher 100 000 € d'aide par an pour faire une réserve naturelle de 200 hectares, ce qui est 4 fois moins que ce que touche une réserve naturelle pour son budget de fonctionnement. Pour un résultat quasiment identique. Enfin, pour moi, en France, la moitié de la valeur ajoutée repart dans l'État. Donc après, c'est à chacun de la récupérer. Voilà. Après, peut-être ce que vous voulez dire, c'est peut-être souligner qu'on peut peut-être aussi retrouver une forme d'économie avec, entre guillemets, vous êtes l'AFG, vous êtes passionné d'oiseaux, mais c'est peut-être ça que vous voulez dire, d'essayer d'aller chercher économiquement, de montrer aux gens, aux citoyens lambda, et c'est aussi ça une ferme en fait, enfin, dans le forme de camping et tout. Enfin, je veux dire, peut-être qu'il y a des gens il y a une économie à bâtir sur ça. Tous les efforts qu'on a fait, ça nous permet d'accueillir telle espèce d'amphibiens, d'oiseaux. Si je peux rebondir sur ces aides PAC qui pourraient peut-être s'arrêter, déjà il y a deux trucs. Il y en a un au niveau européen, c'est anticoncurrentiel d'avoir des aides PAC pour la production machin. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, dit tout le temps à l'Europe arrêtez. Voilà. Et donc l'Europe elle joue avec ce même volume d'aide, mais en disant bah non, on fait plus des aides à la production, on fait des aides à l'environnement. C'est pas pareil. Donc du coup, ça va peut-être pas s'arrêter tout de suite. Mais ceci dit, moi je pencherais plutôt un jour pour que ça s'arrête. Parce que moi je serais à zéro, ou pas très loin de zéro, mais ça ferait un espèce de table rase. Et là, on serait plus là à tenir les agriculteurs comme ça. Et il faudrait vraiment les valoriser au juste prix de ce qu'ils font pour le territoire, pour nourrir intelligemment. Et ça. Parce que là, en fait, moi tout à l'heure je disais je suis à 16 € le bœuf et 18 le veau là. Et en fait, avec Marion, ça nous pose beaucoup de questions. On se dit mais en fait, on est sous-valorisé. On se donne même pas valeur. On se donne même pas de valeur sur ce qu'on fait réellement. Et ça nous pose question. Et après, nous, on veut aussi être accessible. À quel point une ferme en agroécologie peut-elle augmenter sa production, son rendement, sans avoir d'impact négatif sur la biodiversité? Une personne demande à Fred de préciser s'il pourrait produire plus dans sa situation particulière. Ma conviction sur ma ferme, c'est que je pourrais monter un peu la productivité hectare en continuant d'avoir des résultats de biodiversité d'excellence, je les qualifie comme ça. Au seul moment, on est à 0,45 UGB hectare. Je pense qu'on pourrait monter jusqu'à 0,6, 0,7 sans modifier trop les équilibres. Mais ça veut dire qu'on se met en fragilité économiquement parce qu'il faut beaucoup plus d'investissement, de mécanisation. Sur la ferme, sur 170 hectares, on a 30 000 € de matériel. Et d'autre part, une année comme 2022, on était autonome en fourrage. Pendant que les animaux sont dehors, on ne donne jamais de fourrage. Elle mange que la végétation spontanée, parce qu'on n'a aucune... Enfin si, on a quand même 8 hectares de luzerne en échange avec un brasseur, bref. Donc ça c'est pour l'hiver, et sinon, quand elles sont au pâturage, elles mangent que la végétation spontanée qu'elles trouvent. Et du coup, l'année de sécheresse, on est passé quand même, en 2022. Et je pense que si on était au-delà de 0,4, ça passait pas. Cette technique nous permet d'avoir des végétations qu'on ne touche pas, pratiquement, je dirais 50% de la surface qu'on n'a pas encore touchée au 15 juin. Et qui va s'étaler, qui va être utilisé jusqu'à Noël. Au départ, j'aurais pas été capable d'assumer ça vis-à-vis du monde agricole. Maintenant, ça y est, je suis comme Jean-François, je cherche pas du tout à convaincre les agriculteurs classiques, hein, c'est plus du tout mon sujet. C'est d'ailleurs un vrai sujet, ça, la pression sociale, et ce que ça bouffe comme énergie aux porteurs de projets, y compris ceux qui assument de l'alternative. Donc je pense qu'il y a quand même des limites et qu'il n'y a pas compatibilité entre productivité optimum, y compris en agrobiologie, et biodiversité. En fait, les systèmes bloqués dans lesquels les agrobiologistes vont dire qu'il y a une vie du sol qui est bloquée,
Donc il y en a plein, il y a les inondations, les sols trop salés, les sols trop acides, les sols trop basiques, les sols trop sableux, où il n'y a pas de matière organique. Et bien en fait, c'est autant de situations qui créent de la biodiversité sauvage. Donc si on met de la matière organique partout, toutes les espèces qui se sont adaptées à des milieux oligotrophes, avec peu de nutriments, ils sautent. Donc il n'y a pas de compatibilité entre productivité et diversité du vivant. Ces derniers mots de Frédéric illustrent la complexité d'un modèle économique vraiment agroécologique. C'est la diversité du vivant qui crée l'abondance d'un écosystème. Et l'abondance n'est pas la productivité. Ces 3 retours d'expérience de ferme montrent que le modèle économique est unique à chaque ferme et est influencé par les valeurs du projet, les humains qui le constituent, l'engagement du territoire en faveur de l'installation agricole et la régénération du vivant. Pour créer une ferme économiquement viable, il faut être malin, bien connaître le système, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, puisqu'aujourd'hui la seule vente des produits agricoles ne suffit pas, leur valeur étant largement dépréciée. La facilité d'une ferme à naître, se développer, se stabiliser, se perpétuer et faire des petits est le reflet de la reconnaissance et du soutien de la société à ceux et celles qui nous nourrissent et régénèrent les dynamiques de la vie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir l'installation de fermes qui sont aussi des réserves naturelles, adhérez à Paysans de Nature et rendez visite à une ferme du réseau près de chez vous. Rendez-vous sur paysandenature.fr.